Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sur l'actualité sur Canal Numérique Télévision et sur notre chaîne YouTube Excellence TV officielle. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le pays fait face à des déclarations impromptues du président rwandais Paul Kagame et les Congolais n'ont pas tardé à réagir. Nous allons en parler dans cette émission avec M. Alexis Mutanangoimwana qui a réagi à chaud cette façon de parler de M. Paul Kagame. Nous allons également parler du dossier Mwangachuchu. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle sera maintenant en mesure d'examiner cette question. C'est pour cette raison, les gens ont spéculé, les gens ont parlé. Mwangachuchu a-t-il été relaxé? Mwangachuchu est-il libre? Vous allez suivre des réactions à chaud de M. Alexis Mutanangoimwana qui est notre invité permanent dans cette émission. Nous n'allons pas terminer notre émission, mesdames et messieurs, sans toutefois parler de la congolité. Bon, ce n'est pas la loi sur la congolité comme beaucoup de personnes aiment le dire, mais c'est tout simplement pour voir est-ce qu'un Congolais qui n'est pas né de père et de mère congolais peut-il exercer le pouvoir comme numéro 1, comme le président de la République, comme le chef d'état-major général, comme directeur de la Banque centrale, comme député national, peut-être comme ministre, oui. Mais si vous n'êtes pas Congolais d'origine, de père et de mère, est-ce que cette loi-là, c'est une loi qui divise les Congolais ou c'est une loi qui doit être enterrée? Donc vous suivrez les réactions de M. Alexis Mutanangoimwana qui est notre invité permanent dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'est parti. Et puis, je dirais même plus loin, depuis le massacre des Tutsis au Rwanda, c'est-à-dire le génocide de 1994, eh bien, prenons tout simplement, disons, cette dernière période de plus ou moins 20 ans, où nous avons connu plus de 11 millions, disons, de personnes assassinées. Eh bien, il y a déjà 3 versions de motivation du président Kagame. La première motivation qu'il a essayé, si vous voulez, de répandre à travers le monde, c'était qu'il y avait des FDLR que le Congo avait installés à la frontière et que ces gens, le gouvernement congolais les encourageait à envahir à un moment donné le Rwanda. Donc tout se passait, si vous voulez, autour du thème du génocide, c'est-à-dire des Congolais où le monde entier n'aime pas les Tutsis et ils préparent un deuxième, disons, massacre, si vous voulez, des Tutsis au Congo. Alors, donc il y avait ce problème de massacre des Tutsis, on n'aime pas les Tutsis, les FDLR qui sont là, qui sont un danger permanent. Alors, un peu plus tard, eh ben, on voit autre chose, c'est-à-dire que ce n'est plus ça, c'est le M23 qui arrive d'abord en 2013 et puis ensuite qui a ressuscité dernièrement et qui a envahi de manière tout simplement visible et très claire, disons, le territoire congolais. Et vous vous rappelez que le président Tshisekedi, lorsqu'il répondait aux questions après son discours aux Nations Unies, eh ben, il n'a pas hésité de dire, mais si les Congolais en veulent au Rwanda, est-ce qu'on peut nous donner tout simplement un exemple d'une invasion des FDLR soutenus par le Congo à un moment donné, disons, sur le territoire congolais. Et cela, évidemment, on n'a pas vu. Et jusqu'à présent, depuis que le M23 fait ce qu'il fait là-bas à l'est du pays, eh bien, le Rwanda n'a pas cessé de nier qu'ils étaient derrière ce groupe armé, tout comme les autres groupes armés aussi. Vous savez que dans l'est du pays, parce que personne ne l'ignore, en dehors du M23, eh bien, il y a plus de 250 groupes armés organisés pour détruire le pays, assassiner les gens, etc., spécialement ce qui se passe à Ituri. Alors maintenant, il y a une autre version que vous venez de me dire, c'est que le président veut étendre, ou plutôt récupérer, les terres que les Congolais ont prises du Rwanda à un moment de l'histoire.
Mais encore une fois, c'est une thèse de doctorat, parce qu'il faut prouver maintenant, avec des preuves à l'appui, hein, de quelle manière la République démocratique du Congo, ou les Congolais, et c'était avant l'indépendance ou c'est après l'indépendance. Et alors, si c'est après l'indépendance, c'est sous le règne du président Kasavubu, ou bien sous le règne du président Mobutu, ou avec le président Kabila. Et qu'on nous dise un peu à quel moment il y a eu des tentatives des Congolais de prendre... Eh bien, il faut remonter certainement au temps colonial. Eh bien, au temps colonial, encore une fois, il faut montrer des documents historiques qui prouvent clairement que le Nord Kivu ou le Sud Kivu ou quelques territoires, ainsi de suite, appartenaient au Rwanda et que, hein, parce qu'il y a eu la guerre mondiale, hein, vous savez que nous, on était jeunes en 1960, eh bien, on était habitués à parler du Congo belge et le Rwanda-Urundi. Donc, on a ajouté le Congo belge, le Rwanda et le Burundi, parce qu'on sait que par l'histoire, le Rwanda et le Burundi, disons, étaient sous la colonisation des Allemands. Et comme les Allemands avaient perdu la guerre, eh bien, c'est comme ça qu'on a attaché le Rwanda et le Burundi, disons, à la colonie belge qui devenait le Congo et Rwanda, Burundi, etc. Donc c'est pour vous dire qu'il y a moyen de justifier par tous les... Vous voyez très bien comment... Mais la réalité des choses est la suivante. Il faut que les compatriotes puissent le savoir. C'est que depuis toujours, depuis même, il faut remonter à l'accession du Rwanda à l'indépendance. Eh bien, tous les présidents rwandais qui ont dirigé le Rwanda à un moment donné, eh bien, tout le monde a nourri, si vous voulez, pendant plusieurs années, cette intention de créer ce qu'on appelle la République des volcans. Et la République des volcans, si vous lisez le livre du Feu Ngwanda, eh bien, il vous décrit ça avec beaucoup de précision, hein, c'est-à-dire que c'est une partie de l'Ouganda, avec le Rwanda, le Burundi, et évidemment, il faut annexer également quelques territoires du Nord Kivu, du Sud Kivu, et ils créaient comme ça, si vous voulez, une grande république qu'ils appelleraient la République des volcans, et qui serait évidemment sous le contrôle, disons, de Tutsis. Donc, c'est un dossier que, lorsqu'on a suivi ça avec un peu d'attention, on voit très bien où le président rwandais veut en venir. Et maintenant, c'est un autre argument pour pouvoir... Parce qu'il sait très bien que les puissances internationales, le Conseil de sécurité, tous ces gens, avec les derniers événements qu'on a eus au pays, eh bien, ils ne croient plus à son discours de FDLR qui font ceci ou cela, et ils ne croient plus non plus à cette histoire de le M23 où on ne connaît pas, ce sont des bandits congolais, etc. Et tout ça, personne n'y croit parce qu'il y a aujourd'hui des preuves que le M23, c'est une émanation de l'armée nationale rwandaise et qui est en train de décimer, si vous voulez, de distribuer la mort aux Congolais et puis de créer cette insécurité alors que les gens de l'Est ont déjà pas mal de problèmes à résoudre. Donc, l'idée qu'il y a dans cette affaire, c'est tout simplement cette idée de créer une république des volcans qui serait sous la domination, si vous voulez, des Tutsis rwandais. Bon, vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est un des organes les plus respectables de notre pays. Les juges qui sont là-dedans, je crois quand même qu'ils ont été choisis sur base de compétences, sur base de leur patriotisme, etc. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un dossier qui est tout simplement explosif. Comment voulez-vous qu'une personne
qui a la qualité de député national et qui siège à notre Assemblée nationale depuis des années, qu'on puisse aller trouver dans une de ces concessions à l'est du pays, disons, des armes militaires, des choses qui ne devraient pas être entre les mains d'un civil. Et lorsqu'on a poursuivi les recherches, on arrive à Kinshasa, dans sa propre résidence, on trouve un coffre-fort avec énormément de choses qui sont tout à fait, qui ne devraient pas être entre les mains d'un élu d'un pays qui se respecte, etc. Ensuite, vous savez, je ne peux pas dire que je suis au courant de tous les détails de ce qu'on a trouvé dans le coffre-fort là-bas, mais on parle de 11 passeports, 5 qui appartiendraient à sa femme et 6 qui lui appartiendraient. Et parmi les 6 qui lui appartiennent, eh bien, tous les 6 sont rwandais, ce sont des passeports rwandais. Il y en a qui sont en vigueur et d'autres qui sont déjà expirés. Parce que quand vous avez un passeport, à un moment donné, il expire, vous cherchez un autre. Alors, quel est ce Congolais qui, disons, on n'a trouvé aucun passeport congolais, par contre, on a trouvé... Et puis, sans compter, évidemment, beaucoup d'autres choses. Vous savez que c'est un dossier extrêmement sale, extrêmement explosif. Et je peux vous assurer que tout ce que nous voyons autour de ce dossier, des tentatives des grandes personnalités du monde qui viennent pour parler de ce dossier d'une manière ou d'une autre, et puis l'implication même, disons, de non seulement certains Congolais ont été impliqués dans cette histoire en recevant des cadeaux de plusieurs millions de dollars, mais il y a aussi des Congolais qui se sont impliqués dans ce dossier parce qu'ils faisaient partie de cela. Alors, ce que j'ai peur, c'est qu'on retombe dans le cas de M. Matata qui avait un dossier qui était déjà en train d'être examiné, et puis quelqu'un à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, avait déclaré que la Cour n'était pas compétente, etc. Et ça a donné l'occasion à tout le monde de libérer le monsieur qui est aujourd'hui candidat à la présidentielle dans notre pays. Je crois quand même qu'il n'y a qu'au Congo où on vit des réalités comme celle-là, qui sont un peu des réalités tout à fait tristes. Alors, pour terminer avec Kagame, par exemple, pourquoi est-ce que M. Kagame ne parle jamais du gaz méthane qui se trouve dans le lac Kivu et qu'il est en train... Parce que le lac Kivu, c'est quand même un lac qui se trouve entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Alors, comment expliquer que depuis des années, le Rwanda ou M. Kagame, tout seul, exploite à fond ce gaz méthane comme si c'était une propriété, disons, une propriété privée de son pays. Donc voilà, par exemple, des choses qui interviennent, qui sont sur la table et que il y a tellement d'éléments que, bon, on ne peut pas se concentrer. Mais à mon avis, disons, 10 millions de morts, quand même, c'est beaucoup pour une province comme le Kivu et comme toutes les autres choses. L'Union sacrée pour la nation, c'est déjà une plateforme parce que le président avait, lorsqu'il a accédé évidemment à cette fonction du président de la République, il s'est rendu compte quand même que dans ses attributions, dans ses fonctions, il ne pouvait pas travailler avec des forces dispersées, disons, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et même, si vous voulez, dans les institutions provinciales. C'est pour cette raison qu'il a fait cet effort pour réunifier, mettre ensemble les forces qu'il pouvait, qui étaient dans son pouvoir de réunifier. Je crois quand même que depuis qu'il a mis en place cette plateforme, eh bien, depuis les 2 dernières années ou 3 dernières années, il a pu quand même, disons, diriger le pays avec la majorité qui convient pour prendre des décisions et les faire aboutir.
Alors, pour ce qui est maintenant que cette plateforme, s'engage à être active, si vous voulez, à être active dans les élections à venir, mais évidemment, c'est tout simplement la liberté, n'est-ce pas, de ceux qui constituent cette plateforme et parce qu'ils savent qu'ils vont soutenir la candidature du président, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'eux-mêmes vont se retrouver, évidemment, en soutenant cette candidature. Parce que beaucoup d'entre eux seront également des candidats à ces élections. Et alors, quand vous soutenez le président avec des moyens mis à disposition, eh bien, quand on est candidat soi-même, je crois que on peut très bien se retrouver dans cette piste-là. Donc on n'est pas des idiots. Hein. Bon, moi je crois qu'il faut mettre tous ces éléments dans le contexte, si vous voulez, de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Vous voyez tous ces problèmes de Mwanga Tchouchou, des problèmes qui concernent les Chinois avec le projet de commune, etc. Et puis vous pouvez étendre ça à beaucoup d'autres choses, etc. Mais c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la mentalité d'un peuple à un moment donné pour légiférer et, mettre tout le monde dans la position, n'est-ce pas, de faire les choses correctement. Il y a d'autres pays qui peuvent se permettre, vous savez par exemple aux États-Unis à un moment donné, vous avez vu le président Barack Obama, qui était noir d'origine parce que son père était noir, sa mère était américaine. Sa mère était américaine, son père était Kenyan. Eh bien, les Américains ont cherché tout simplement un seul élément parce que dans leur loi, si vous êtes né sur le territoire américain, eh bien, vous êtes américain à 100%. Et je peux vous assurer que le mandat, les 2 mandats du président Barack, même jusqu'à aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs, n'est-ce pas, de tous les présidents qui ont dirigé ce pays. Pour ce qui est de notre pays, vous savez, il y a à boire et à manger. Il faut tenir compte de la mentalité, tenir compte de ce que nous sommes. Quand vous voyez le projet, le dossier Mwanga Tchouchou et même les dossiers des groupes armés à l'est du pays, mais on a plus de 10 millions de morts là-bas. Ce sont des Congolais qui ont payé de leur vie, ce sont des Congolais qui sont massacrés tous les jours, etc. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont également impliqués là-dedans. Alors, ça veut dire qu'il faut prendre un peuple à un moment donné, les complexités de... Alors, pour revenir à cette loi, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut éviter à l'heure actuelle? On veut éviter ceci. À supposer qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo entre en guerre contre un voisin, mettons contre l'Angola par exemple. Alors, parce que ça peut arriver que 2 pays ne s'entendent pas à un moment donné, eh bien, ça devient une confrontation, par les armes. Alors, si vous êtes président de la République, que vous ayez une mère angolaise ou bien un père angolais et puis une mère congolaise ou père congolais. Et que dans votre jeunesse, vous avez été habitué à fréquenter et la famille maternelle et la famille paternelle. Donc vous grandissez avec ces sentiments d'harmonie, si vous voulez, entre vos 2 parents. Mais aujourd'hui, vous êtes responsable du pays et qu'il arrive un cas où il y a cette confrontation ultime. Alors, on peut se poser réellement la question, si cette personne n'a pas le sens du devoir, n'a pas le sens de la responsabilité, n'a pas le sens, il peut faire beaucoup de mauvaises choses pour son propre pays. Et d'ailleurs, on le voit même dans l'exploitation de nos richesses, dans l'exploitation, de nos possibilités naturelles.
Eh bien, combien de fois les Congolais sont allés, si vous voulez, sur la voie du laisser-faire, du laisser-aller. Vous avez le cuivre qui traverse les frontières, qui va je ne sais pas où, le coltan. Vous voyez avec quelle facilité une concession minière de l'importance de Roubaix, comment s'appelle le village de Mangachouchou, là où se trouve sa mine. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que la République démocratique du Congo détient plus de 80% des réserves de coltan du monde entier? Et que cette concession à elle seule contient déjà, si vous voulez, peut-être plus de la moitié de cette réserve-là. Et alors cette concession, on la prend et on la donne à quelqu'un comme étant sa propriété personnelle et il exploite ça depuis des années. Parce que ça fait, si je ne m'abuse, c'est depuis 2018 ou peut-être avant que ce monsieur gère cette concession. Et donc, il était le seul maître de ce coltan qu'il pouvait d'ailleurs exploiter à sa guise, le vendre, si vous voulez, à un pays voisin sans que personne ne lui pose n'importe quelle question. Alors, vous comprenez que nous n'avons, à un moment donné, on a des preuves qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas encore cette maturité de comprendre que le bien national, que le bien-être national doit être la priorité des priorités. C'est ainsi que cette loi peut nous protéger dans les temps présents pour éviter que dans un cas de force majeure, qu'on puisse avoir à la tête du pays, tout comme si cette personne est placée au niveau de l'état-major de l'armée nationale. Mais qu'est-ce que cette personne ne peut pas faire quand, disons, ce cas arrive où il a la responsabilité d'engager nos forces armées pour aller défendre le territoire national et que partager dans sa conscience, etc., qu'il puisse arriver à avoir, si vous voulez. Donc, c'est tout simplement une mesure, disons, qui peut-être le jour où les Congolais atteindront cette maturité patriotique, cette maturité de savoir que la nation, le pays vient avant toute chose et que c'est prioritaire, eh bien, je crois qu'il faut passer par là. À mon avis, c'est une loi qui est tout à fait la bienvenue dans les circonstances actuelles. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour ceux qui nous ont suivis, vous avez bien compris que nous recevions pour vous, monsieur Alexis Mutanda Ngoimwana, qui est notre invité permanent. Avec lui, nous avons essayé un peu d'examiner la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. Vous avez suivi ce que monsieur Alexis Mutanda a répliqué. Nous avons également parlé avec lui de la loi Tchani. Vous-même, vous avez suivi ses réactions, ça n'engage que lui. Vous avez également suivi les réactions de M. Alexis Mutanda Ngoimwana qui condamne, n'est-ce pas, cette façon de faire d'un député national, comment détenir des armes chez soi. Vous avez compris, mesdames et messieurs, vos observations, vos encouragements. Nous attendons que vous nous écriviez sur le numéro qui sont au bas de l'écran de votre télévision. Nous sommes là pour vous aider et pour vous servir. C'est ça notre leitmotiv. Pour le moment, soyez branchés sur Canal Numérique Télévision et sur Excellence TV sur YouTube.